Bonjour à tous. Donc nous sommes aujourd'hui avec Philippe, bon pour un débat évolution-création comme vous les aimez. Donc Philippe m'a connu via un autre débat que j'avais fait l'année dernière sur c'était plutôt sur la cosmologie, mais on avait abordé un peu avec Jordi quand même des éléments de paléontologie et je pense que c'est ça qui a fait réagir Philippe, qui a voulu sauter dans C'est ça. l'écran et pouvoir aussi s'exprimer. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et n'hésitez pas à me contacter quand vous voulez débattre, hein, que vous soyez évolutionniste ou créationniste même. Donc pour avoir donc des vues différentes. Donc Philippe, qu'est-ce qui t'a quels étaient les sujets et quelles sont peut-être les parties qui t'ont fait réagir derrière l'écran? Bah, pour commencer, si je peux me permettre, je voulais juste vous remercier du coup de m'avoir recontacté parce que je trouve des débats qui sont vraiment extrêmement intéressants et, euh, et je trouve que vous avez une ouverture d'esprit qui est vraiment assez remarquable. Donc déjà pour ça, je vous remercie. Et en fait, ce qui m'a fait, comme vous dites, sauter derrière l'écran, entre guillemets, c'est que je trouvais un petit peu dommage que la personne, du coup, on va dire entre guillemets votre adversaire sur vos opinions, était peut-être, je trouve, de mon point de vue, pas assez renseigné sur des notions d'évolution d'espèces, de fossiles vivants, de chaînons manquants, de choses comme ça. Et je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui méritaient d'être plus approfondies, pas forcément d'un point de vue que ce soit compliqué d'approfondir, mais qu'il y avait des nuances qui étaient quand même importantes à apporter, je trouvais. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu sauter dans l'écran. Ok, super. C'est intéressant, donc c'est enrichissant et surtout pour les auditeurs, parce que si vous tapez en français sur YouTube dans la barre de recherche débat créationniste évolutionniste, bah vous n'avez pas grand-chose. Vous avez donc les chaînes C'est vrai. évolutionnistes qui torpillent le créationnisme de leur côté, mais c'est tout. Ah ouais. Et de côté, vous avez les créationnistes qui parlent tout seuls aussi de leur côté. Et donc, même en anglais d'ailleurs, même en anglais, moi qui suis beaucoup ces contenus-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a un peu dessin intelligent, etc., mais il n'y a pas Hmm. religion vs athéisme de manière un peu plus générale. Mais il n'y a pas grand-chose entre la création et l'évolution, alors que c'est là C'est vrai, que il y en a très peu, c'est ouais. intéressant parce que chacun peut présenter une argumentation qui semble convaincante, avec des choses étayées, des sources, etc. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas une réponse en face, les gens qui ne sont pas Ah, techniques, ils savent pas du tout, quoi. Ils peuvent être oui, d'accord avec l'un ou avec l'autre. Donc c'est même un peu dommage, je trouve. voilà, si je me trompe pas, c'est plus la paléontologie qui vous intéresse dans ce débat? C'est la phylogénie exactement en fait. Donc justement le lien entre les espèces, le lien on va dire entre guillemets de parenté entre les espèces qui me passionne depuis toujours et ça, bah, forcément, ça a un peu commencé avec la paléontologie, avec les fameux Jurassic Park, forcément, hein, mais voilà, quand j'étais petit, et donc ça a commencé beaucoup avec la paléontologie, et en grandissant, je me suis plus tourné vers la phylogénie, voilà, le lien entre les espèces, et ça débouche sur pas mal de choses, ça m'a fait apprendre pas mal de choses en génétique, en géologie aussi. Voilà, donc c'est assez large quand même. Alors, quand vous parlez de phylogénie, est-ce que pourriez décrire ça un petit peu pour qu'on comprenne ce que c'est pour les auditeurs? Est-ce que vous avez en vue l'arbre phylogénétique euh, tel que Darwin l'envisageait, donc avec un ancêtre commun et puis un tronc et des branches qui vont créer des rangs taxonomiques inférieurs au fur et à mesure? Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on le voit. Donc c'est voilà, la phylogénie, c'est vraiment ce lien qu'il y a entre les différentes espèces, qu'elles soient présentes ou passées, en essayant de voir lesquelles sont les plus proches, donc surtout génétiquement parlant, lesquelles sont les plus proches par rapport à l'autre. Euh,
ce qui permet d'avoir un peu l'histoire du coup évolutive de la vie sur Terre. Alors en effet, avec ce fameux tronc commun et l'ancêtre hypothétique Lucas, il me semble que vous aviez cité dans dans la vidéo que j'avais vue. Après, c'est là aussi là-dessus que je pense qu'il y a une nuance à faire. C'est-à-dire que c'est pas comme, c'est-à-dire un arbre sur lequel il y a le tronc, ensuite ça buissonne de millions de branches. Euh, c'est, comment expliquer ça? Il faut plus le voir comme, entre guillemets, des tests de la vie, c'est-à-dire qu'il va y avoir éventuellement Lucas, mais c'est cet ancêtre commun Lucas, c'était pas le premier à arriver sur Terre. Potentiellement, il y a eu plusieurs tests, entre guillemets, c'est-à-dire plusieurs organismes unicellulaires qui ont, je dis qui ont testé, mais c'est pas conscient, hein, bien sûr, hein, mais qui ont testé plusieurs formes pour vivre. La sélection naturelle a fait son travail en éliminant les formes de vie qui n'étaient pas assez bien adaptés à leur environnement. Et il s'est avéré que cet ancêtre commun hypothétique, Lucas, était le plus performant, ce qui nous a amené à la vie actuelle d'aujourd'hui. Et sans même parler du tronc, même dans l'arbre en lui-même, dans les branches en elles-mêmes, il y a énormément de branches du coup qui ont été coupées. Il y a eu des tests, entre guillemets, notamment, je donne un exemple au hasard, sur le vol. Il y a énormément de choses qui ont été testées sur le vol, notamment le vol battu des oiseaux, où il y a plusieurs animaux qui sont apparus. Finalement, leur façon, on va dire comme ça, leur façon de voler n'était pas la bonne. Donc ça a été stoppé, ça a été arrêté. C'est d'autres espèces qui ont continué à prospérer, qui ont évolué et qui sont devenues ensuite ce qu'on connaît aujourd'hui des oiseaux. Donc voilà. C'est vraiment pour dire que il faut pas voir ça comme vraiment un arbre qui tend vers quelque chose, mais vraiment beaucoup de tests, on va dire des graines qui sont semées pour donner éventuellement un arbre avec des branches qui sont testées pour éventuellement les couper et favoriser d'autres branches, etc. C'est vraiment foisonnant et il y a des millions de branches possibles qui n'ont pas abouti mais dont les autres ont abouti à celles qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a connues dans le passé aussi. Ok, est-ce que vous pensez que ça reste très observationnel ce que vous avez dit là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe selon vous dans le registre fossile? Alors je comprends qu'il y a peut-être des branches qui ont un cul-de-sac ou Mhm. parce que dans le créationnisme on a tendance à dire que ce qu'on observe froidement dans le registre fossile, c'est un peu comme un verger de la vie ou une forêt de la Mhm. vie. Je ne sais pas si je l'avais mentionné dans ce débat-là avec Jordi, je me rappelle plus, Ça me dit rien, non. Ça mais me dit rien. donc en fait, ce qu'on voit en dehors des modèles théoriques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs arbres. Les grandes catégories taxonomiques apparaissent dès le début avec l'explosion cambrienne, Mhm. et donc on n'a pas en fait, on n'a pas cette sensation que qu'il y a une espèce à la base qui va donner plein, qui a un ancêtre commun à la base en fait. On a plutôt plusieurs ancêtres communs au pluriel. Donc par exemple, on va avoir un ancêtre propodicien pour les éléphants, un ancêtre canidé pour les Mhm. canins, un ancêtre félin, un ancêtre ursidé, euh, etc. Et donc après, nous ce qu'on va dire, c'est qu'il y a de la variation à l'intérieur de cet arbre, si je puis dire, à l'intérieur de ces arbres. Mhm. Voilà, on a des gros félins, des petits félins, on a des chiens à poil court, à poil long, marron, blanc, enfin voilà, on a de la variété au sein d'un genre, au sein d'une famille, puisque le genre biblique, l'espèce, c'est un mot, on a une compréhension moderne de ce mot espèce, mais dans la Bible, le mot espèce, qui d'ailleurs est un peu mieux traduit par le mot genre ou type, Mhm. ça nous donne un genre félin, et parce que par exemple, le tigre et le lion peuvent se reproduire ensemble, même si la progéniture n'est pas forcément fertile. On a Mhm. ça aussi chez les équidés. Donc, la Bible semble définir dans la Genèse un genre qui il y a plusieurs critères de la part des baraminologues, mais
L'un des critères, c'est le fait que les espèces peuvent se reproduire ensemble, et si elles peuvent se reproduire ensemble, elles appartiennent à un même genre originel, et après ce genre originel qui a été créé par Dieu au début, le couple originel avait la capacité de se diversifier en lion et en tigre selon les environnements. D'après le Mhm. déluge, le monde post-déluvien était très différent du monde antédiluvien qui était un continent unique. Donc, le modèle biblique postule ça, et bien sûr, du coup, les créationnistes comme moi, on va dire que ce qu'on retrouve dans le registre fossile, on retrouve ces arbres-là, quoi. L'arbre des canins, l'arbre des équidés, mais on ne voit pas en fait une traversée des genres, qu'un genre devienne un autre genre, quoi. Donc après, il y a des espèces traditionnelles qui sont proposées pour ça, comme Tiktaalik ou le Dipneust ou Mhm. l'archéoptérix ou des choses comme ça pour faire de reptiles à oiseaux. Donc vous, comment vous argumentez ça de manière assez observationnelle en fonction de ce que vous voyez dans le registre fossile? Ouais. Alors, première chose déjà, je suis assez impressionné, sincèrement, qu'un créationniste soit aussi calé sur le sujet. De me sortir le nom Tiktaalik, c'est quand même assez fort de votre part. Donc, franchement, bravo. C'est aussi ce qui m'a mené à vouloir faire ce débat avec vous, parce que vous avez l'air vraiment très calé. J'en suis très content. Alors, pour répondre à tout ça, donc en effet, sur le registre fossile, ce qu'on voit, parce qu'en soi, sur l'époque actuelle, on pourrait se dire quoi? Il pourrait y avoir, entre guillemets, deux théories. Soit les espèces sont immuables, et c'est ce qu'on observe actuellement. Euh, un lapin fera toujours un lapin, un corbeau fera toujours un bébé corbeau, un coquelicot fera toujours des graines de coquelicot. Donc on pourrait se dire c'est toujours immuable. Donc c'est pour ça que ce qu'on a cherché à faire, c'est de justement regarder dans le registre fossile, voir si éventuellement les faunes et les flores étaient toujours les mêmes. Euh, Éventuellement à quelques différences près. Puisque ce que j'aime bien dans votre discours, c'est que j'ai l'impression que vous ne mettez pas le fait qu'il y a quand même ce changement entre les genres et les espèces. Euh, donc il y a quand même cette histoire de changement. Et en effet, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, on est dans un monde à prédominance de fleurs, de plantes à fleurs, et avec une faune majoritairement, en termes d'espèces et d'individus, dominée par des arthropodes et, euh, et majoritairement par des... Il me semble que c'est les poissons qui arrivent en premier. Si je ne me trompe pas, j'ai un doute. J'ai les livres sous les yeux en plus, mais il me semble que c'est ça. Au niveau des vertébrés, je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui, voilà. Et puis ensuite, c'est les oiseaux, ensuite les mammifères, ensuite les reptiles, ensuite les amphibiens. Enfin bref, voilà. Si on remonte un petit peu dans le temps, donc on va dire entre l'extinction des dinosaures et aujourd'hui, on voit qu'en effet, c'est à peu de choses près la même chose, avec des petites différences. Si on remonte à l'époque des dinosaures, là, c'est complètement différent. On n'a plus cette prédominance des plantes à fleurs, on a une prédominance plutôt des conifères, des pins, des sapins, etc., en termes de flore et en termes de faune, ça va être une prédominance plutôt d'animaux, donc plutôt vivipares avec pas mal de reptiles et de choses comme ça. Et si on remonte encore, exemple au Carbonifère, là on va voir qu'il y a une prédominance non plus de plantes à fleurs puisqu'elles n'existaient même pas, non plus de conifères, mais cette fois-ci de fougères qui sont très très dominantes et qui sont complètement différentes des espèces qu'on a aujourd'hui. Et autre chose aussi, du coup, au niveau de la faune, au Carbonifère, c'est plus du tout les vertébrés qui dominent. Pardon, c'est plus du tout les arthropodes. Oh, je sais plus, excusez-moi. J'ai les bouquins sous les yeux. Je l'avais vu tout à l'heure. Carbonifère, qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà, c'est pas au Carbonifère, c'est au Dévonien. C'est pas de vertébrés terrestres, c'est des vertébrés aquatiques. C'est là que je me suis un peu embrouillé. Donc, pour résumer, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc cette notion de changement que vous ne niez pas de votre côté. Donc ça, là-dessus, on est d'accord. Euh,
ce qu'il faut voir, ce que j'avais l'impression, puis pour répondre en même temps à votre question, c'est que donc vous admettez ce changement, mais vous n'admettez pas forcément que des espèces, dites-moi si je me trompe, que des espèces très éloignées puissent donner des espèces extrêmement variées, entre guillemets, si je comprends bien. Alors, c'est vrai que malheureusement, tous les évolutionnistes ne sont pas comme vous et respectueux et à l'écoute, etc. Et donc, Merci. on est souvent caricaturé en fait dans le créationnisme. Et dès qu'on cherche à faire de la science, on nous dit non, vous restez dans la Bible, alors qu'en fait, la Bible, c'est uniquement un cadre. C'est uniquement un cadre. Oui. Hmm. On pourrait dire que, je sais pas, je le dis au hasard, mais peut-être que 50% du modèle ou 70% du modèle n'est pas tiré directement de la Bible. C'est juste que la Bible donne un cadre D'accord. dans lequel on travaille. Et il y a effectivement des chrétiens qui, a 200 ou 300 ans, Carl Linné, hein, donc le père Hmm. de la taxonomie, on va dire, qui lui envisageait un modèle fixiste à son époque. Hmm. Donc c'est-à-dire que Dieu, s'il y a 10 millions d'espèces, il avait créé 10 millions d'espèces dans le jardin d'Éden. C'est plus du tout ce que disent les créationnistes aujourd'hui, puisqu'on a aussi progressé dans nos modèles, des modèles en ont remplacé d'autres, et ces nuances-là ne sont pas forcément connues aujourd'hui. Ce que les créationnistes disent dans leur ensemble, c'est que on est d'accord avec ce qu'on appelle la microévolution, mais pas la macroévolution. Hmm. Et ça, c'est D'accord. quelque chose qu'on voit bien en fait dans le registre fossile. On voit bien une perspective descendante, comme je vous dis, des canins qui vont se diversifier en toutes sortes de canins. Donc là, on va varier à l'intérieur du code génétique parce que il y a les outils qu'il faut, il y a l'épigénétique, il y a des choses qui permettent de varier naturellement. Et en fait, c'est une perspective de dessin intelligent parce qu'il y a de l'anticipation dans le sens qu'il y a des caractéristiques qui existaient avant même qu'elles n'aient été nécessaires, en fait. Et donc, Oui. la vision, c'est que Dieu a créé des genres qui peuvent varier. Mais par contre, un genre ne va pas se transformer en un nouveau genre. On ne va pas créer des nouveaux organes ou des nouveaux modèles. Le fait qu'on peut avoir des pinsons avec des petits becs, des gros becs ou des choses comme Ouais. ça reste de la variation limitée dans le cadre génétique. Le cadre génétique permet ça, en fonction de la nourriture, en fonction de conditions. Et ce qui est important de comprendre, c'est que Darwin a apporté une perspective externaliste, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui va modeler en fait les animaux, enfin les organismes, un peu comme de la pâte à modeler, alors qu'en Hmm. fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plutôt une perspective internaliste. C'est-à-dire que l'environnement ne crée pas les changements dans les organismes, parce qu'en fait, les organismes, ils ont déjà le matériel génétique et l'épigénétique pour varier, et si quelque chose se produit dans l'environnement, eh bien, l'animal, en fait, il peut utiliser, entre guillemets, une boîte à outils génétique pour dire, OK, là, il fait un peu plus chaud, je vais faire ça. Là, il fait un peu plus froid, je vais faire ça. Je suis un peu malade, donc je vais faire ça. Donc, D'accord. voilà. Donc, on reconnaît qu'il y a de la microévolution, des petits changements. On va, entre guillemets, sélectionner ce qui existe, ce qui est existant, puisque la sélection naturelle, y a tout un débat là-dessus, hein, sur la sélection naturelle, parce que les évolutionnistes n'ont pas la même définition. J'ai une vidéo là-dessus qui rentre en profondeur, mais la sélection naturelle, comme ça l'implique, ça sélectionne. Hein. Comme je dis, si tant est qu'on peut dire ça, parce que dans sélection, il y a l'acte de intellect, de la conscience. Alors que la nature n'est pas capable Oui. de sélectionner de manière consciente. Donc le terme est On est d'accord. un petit peu trompeur déjà. Donc, Hmm. on sélectionne l'existant, on agit sur l'existant, et donc là, en fait, avec la microévolution, on n'a pas expliqué la macroévolution, parce que la microévolution, c'est plutôt quelque chose de descendant. On sélectionne, on essaye de travailler à partir de ce qui existe, alors que la macroévolution, théoriquement, là, c'est de l'acquisition de nouvelles choses. Il n'y avait pas d'œil à un moment donné, il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de choses comme ça. Il faut Ouais, je vois. développer Après, ces choses-là, il faut développer des choses nouvelles. Ce ouais, qu'on observe je vois. aujourd'hui dans la variation à l'intérieur d'un genre, ça, c'est presque l'inverse de la macroévolution. Donc Hmm. voilà, bon, je vous laisse reprendre un peu la parole. Ça marche. Alors, c'est là-dessus où on a éventuellement un petit désaccord et où je pense qu'il y a des petites nuances à faire. Je vais donner un petit exemple, tout bête. On va prendre un exemple d'une vache.
Hein, donc, on le sait, et comme vous le dites, vous êtes d'accord, c'est ces trucs de micro-évolution qui ont fait que l'homme, du coup, a sélectionné les vaches les plus qui produisaient le mieux de lait ou le plus de viande pour en faire ce qu'ils en voulaient, entre guillemets. Donc, du coup, là-dessus, on est d'accord, ces micro-changements, ces micro-variations qui font qu'on peut amener une espèce artificiellement à avoir les caractéristiques que l'on souhaite. Donc, toutes ces vaches qu'on a aujourd'hui viennent donc d'une vache, on va dire entre guillemets primitive, dont on a sélectionné les meilleurs caractères. Donc ces vaches-là font partie d'un groupe un peu plus grand, donc des ruminants. Ces ruminants-là viennent également d'un ancêtre commun euh, qui avait des particularités qui font qu'ensuite ça a évolué en plusieurs espèces, les vaches, les buffles, les choses comme ça. Là où je veux en venir, c'est que si ces micro-variations sont possibles au sein d'un groupe plutôt petit, par exemple les félins, les ours, etc., euh, je pense qu'elles sont également possibles sur des groupes plus vastes. Dans le sens où, si on prend les félins, les canidés, les oursidés, chacun sont des groupes différents, et donc vous admettez que des micro-variations sont possibles pour donner les différentes espèces d'ours, les différentes espèces de canidés, les différentes espèces de félins. Euh, donc si on remonte dans le temps, d'un point de vue évolutionniste, les ours n'existaient pas, les félins n'existaient pas, les canidés n'existaient pas encore. Par contre, ils étaient dans un groupe, on va dire, plus primitif. En primitif, attention, j'entends pas moins évolué, j'entends plus vieux, hein. Pas forcément moins évolué, il faut faire la petite nuance. Mais ils étaient du coup dans un groupe, ce qu'on appelle le groupe des carnivoras. À l'époque, c'était un petit groupe qui ensuite s'est diversifié, donc il a donné plusieurs espèces. Des espèces qui ressemblent un petit peu plus à un félin, d'autres qui ressemblent un petit peu plus à un canidé, d'autres qui ressemblent un petit peu plus à un ours, par exemple, hein, c'est un schéma. Donc à l'époque, si on avait vécu à cette époque-là, on aurait pu avoir entre guillemets le même discours en disant les carnivoras sont un petit groupe et je veux bien qu'il y ait des petites micro-variations, etc. Et aujourd'hui, c'est entre guillemets sans vous offenser, hein, je dis pas ça méchamment, mais c'est un peu ce que vous faites entre les groupes d'ours, de canidés, de félins. Et on peut remonter comme ça longtemps avec les carnivoras, par exemple, on peut regrouper tout ça par exemple dans les mammifères ou même juste les placentaires, ceux qui se reproduisent en donnant des bébés déjà formés. Bah tiens, il y a plein de placentaires, il y a des micro-variations parmi les placentaires, mais c'est tout. Et on peut remonter encore plus loin avec les mammifères et encore plus loin avec les tétrapodes, etc., etc. C'est là-dedans que je veux dire que ces micro-variations, je suis d'accord avec vous, sont très petites, mais sur des échelles de temps extrêmement longues, ça peut amener à des espèces complètement différentes de ce qu'on avait à la base. Il y avait cet exemple, je ne sais plus qui a donné ça, un exemple, comment on appelle ça, ah zut, j'en perds mes mots. Une expérience de pensée, voilà, de l'éphémère, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit que si on se met à la place d'un éphémère, donc un petit insecte qui vit à l'âge adulte une journée, qui ont décidé, c'est une petite histoire sympathique, qui ont décidé de faire une expérience, c'est-à-dire de se dire, tiens, les enfants sont souvent à côté des êtres humains. Peut-être que les enfants grandissent et deviennent des humains ensuite. Donc toute la journée, les plus grands scientifiques éphémères ont essayé de faire des tests, ils ont calculé des distances, etc. Et à la fin de la journée, ils en sont venus à la conclusion que non, les enfants et les êtres humains sont deux espèces différentes, puisque les éphémères n'ont jamais vu un enfant devenir un être humain. Et en fait, c'est là que ce truc de l'éphémère est assez intéressant, c'est que c'est une question de point de vue. C'est-à-dire qu'on se met du point de vue, entre guillemets, de notre existence humaine, qui est courte, tout comme les éphémères se mettent à leur point de vue de temps de vie d'éphémère qui est très court. Euh,
Et donc, les échelles de temps sont tellement longues qu'on ne peut pas se le voir à l'échelle humaine, que ce soit d'une vie humaine ou même presque de l'existence humaine. Sur des variations aussi grandes et aussi longues, c'est sûr que ça ne s'est pas fait en un jour, le fait de créer un œil, de créer un bras, de créer des choses comme ça. C'est vraiment par micro-variations, comme vous dites, successives, qui fait que sur des temps extrêmement longs, ça donne ce genre d'évolution. Et je sais pas si c'est votre cas, mais je sais que souvent, les créationnistes ont peut-être un peu de mal avec ces échelles de temps très longues, euh, qui posent, il me semble, un peu problème avec ce que dit la Bible, justement, en termes de création. Mais voilà, d'un point de vue évolutionniste, c'est ce que ça donne. J'espère que j'ai été clair d'ailleurs. Super, vous avez été très clair. Alors, Merci. il est important à mon avis, de resituer les choses déjà. Mhm. C'est que vous partez d'un modèle évolutif, et donc vous avez tout un ensemble de préconceptions, de choses qui sont acquises de votre côté. Il est important aussi de votre côté, parce que je pense que les créationnistes connaissent un petit peu le modèle évolutionniste, mais les évolutionnistes connaissent en général moins le modèle créationniste, Mhm. puisqu'il est minoritaire, donc on en parle peu. Et donc, dans le modèle créationniste, on envisage que les couches géologiques, les étapes géologiques, ne sont pas des archives du temps. Et vous savez à peu près comment s'articule le modèle créationniste ou pas par rapport aux couches géologiques? Par rapport aux couches géologiques, non, pas du tout. Ok. Donc, pour nous, le registre géologique s'explique en grande partie par le déluge biblique. Mhm. Par exemple, on a 75 à 80% des roches continentales, du sol continental, qui sont des roches marines, des roches Oui. sédimentaires déposées dans des conditions marines. C'est important de le mentionner parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que les évolutionnistes croient que le monde aussi a été inondé, même plusieurs fois. La Mhm. France était sous l'eau, l'Angleterre était sous l'eau, etc. Ça, c'est des choses que les évolutionnistes reconnaissent. Oui. Pour nous, et ce qui est parlant, et pour nous, donc le déluge commence à peu près au niveau du Cambrien ou un petit peu avant le Cambrien. D'accord. Le déluge commence au fond des eaux, et donc on a le sol océanique qui se fracture. C'est ce qui crée la dorsale océanique atlantique, par exemple. Donc on a du magma, on a du matériel chaud qui vient du manteau, qui va vaporiser de l'eau de mer et sous forme de geyser, et c'est ça qui va alimenter les pluies diluviennes. Le déluge est un événement d'un an, pas uniquement les 40 jours de pluie, parce que la Terre D'accord. est, la Terre est inondée pendant plusieurs mois. En fait, ça dure un an, avant que Noé puisse sortir de l'arche. On Mhm. explique les étapes géologiques comme des étapes du déluge. Le déluge a commencé dans les océans. Il a commencé à emporter et à fossiliser des créatures qui vivent au fond des océans, les invertébrés marins. Mhm. Ensuite, il a commencé à prendre des poissons, puis des créatures qui vivent près des côtes, comme les amphibiens, des créatures qui vivent un peu dans des endroits intermédiaires, qui ont besoin d'être un peu dans l'eau et un besoin d'être un peu sur Terre. C'est là où les Mhm. évolutionnistes voient des transitions. Là où nous, on voit tout simplement que ce sont des créatures qui vivent dans des endroits intermédiaires et qui ont donc besoin de caractéristiques intermédiaires. Par la suite, on va emporter des créatures qui ne vivent pas trop loin non plus de plans d'eau, comme les dinosaures. Puis, des mammifères qui vivent dans des endroits plus élevés, puisqu'ils sont c'est des animaux à sang chaud qui peuvent s'en sortir dans des endroits un petit peu plus froids. Et puis après, on a les oiseaux qui sont moins fossilisés, ils ont la capacité d'échapper aux eaux. Donc tout le registre géologique, du Cambrien, on va dire en haut du Néogène, vers le Cénozoïque, ça correspond à 2,4 millions d'années dans l'échelle évolutive, pour que on puisse avoir les repères. Donc là, on a environ 500 à 600 millions d'années dans le modèle évolutif qui ne sont qu'une année dans le modèle biblique où D'accord. on a eu des Ok. processus catastrophiques avec des tsunamis, avec la montée des eaux parce que l'océan était plus chaud avec l'activité volcanique sous-marine, l'eau s'est dilatée, enfin le sol océanique plus chaud a occupé plus d'espace et donc ça a fait monter le niveau des océans d'1 ou 2 kilomètres de haut. C'est ce qui fait qu'on a inondé partiellement les continents. Les hautes montagnes comme aujourd'hui, comme les Alpes ou la cordillère des Andes,
ou l'Himalaya sont des montagnes qui ont surgi à la fin du déluge et donc qui n'ont pas eu à être inondées. Donc c'est pour ça qu'on a des fossiles marins sur ces sommets de montagne, parce que elles ont été emportées lors de leur surrection. D'ailleurs, on a besoin de mouvements catastrophiques pour pouvoir les élever aussi haut, parce qu'autrement, dans les mouvements lents des plaques tectoniques du modèle évolutionniste, on n'a pas la force d'emmener l'Himalaya à 9 km de haut. Donc, il faut déjà, à mon avis, comprendre comment fonctionne le modèle diluvien, qui est un autre paradigme complètement différent. Et donc, voilà, il y a plein de préconceptions déjà qu'il faut comprendre qui n'existent pas dans le modèle créationniste. Ok. Parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs modèles, plusieurs observations, à partir plusieurs interprétations sur la base des mêmes des observations. C'est un peu comme une enquête médico-légale. Il y a eu un meurtre, vous entrez dans une salle, il y a des indices, il y a un corps à terre, il y a peut-être une fenêtre cassée, il y a une table renversée, il y a peut-être un couteau au sol, il y a des choses comme ça. Si vous faites entrer 3 ou 4 détectives, ils vont peut-être fabriquer 3 ou 4 scénarios. C'est ce qu'on a aujourd'hui en science, malheureusement. Beaucoup d'évolutionnistes qui ont un peu une pensée un peu stalinienne ne veulent pas qu'il y ait un deuxième modèle ou un troisième modèle ou un quatrième modèle. Seule l'évolution pourrait être le modèle acceptable. Les autres modèles sont rejetés ou voilà. Donc, pour revenir aux variations, les micro-variations sont des variations qui ont une direction inverse à la direction théorique de la macro-évolution. La macroévolution, ça consiste en de l'ajout de choses. Il y a une analogie qui est utilisée par les évolutionnistes et les créationnistes, qui est l'analogie des dunes, des grains de sable. Les évolutionnistes vont dire que la microévolution, ce sont des petits grains de sable qui, à force de les accumuler sur des millions d'années, deviennent une montagne de sable. Ce qui est beaucoup de petits changements est égal à un gros changement sur des millions d'années. Mais la réalité est différente de ça, parce que la réalité, c'est que la microévolution, c'est utiliser des grains de sable existants ou retirer des grains de sable existants. C'est-à-dire qu'on, dans la microévolution, on descend une montagne. C'est ce qu'on voit dans le registre fossile. Et dans la macroévolution, on monte une montagne et on doit créer des grains de sable. Cette création de grains de sable, on ne l'observe pas dans le registre fossile. On observe de la microévolution, mais on n'observe pas la macroévolution. Les deux vont dans des sens opposés. Microévolution vers le bas et macroévolution vers le haut. Maintenant, vous parlez des millions d'années. C'est vrai qu'on a l'impression qu'avec le scénario de 4,5 milliards d'années, on a l'impression qu'il y a beaucoup de temps. Mais en fait, pas tellement. Parce que quand vous voyez certaines évolutions, par exemple, de l'eau à la Terre, ça se fait, quand on regarde les histoires du Tiktaalik et compagnie, ça se fait en quelques millions d'années. Même l'évolution de l'homme, on a trouvé des artefacts humains qui remontent à plusieurs millions d'années en arrière, dans le référentiel évolutif. On a trouvé des Homo erectus au même temps que les Australopithèques. Donc on voit qu'il y a en fait très très peu de temps pour faire l'évolution. Sachant que le taux de mutation est assez faible, les mutations d'ailleurs sont essentiellement délétères puisqu'elles créent des maladies. C'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont malades. Les cancers, les maladies génétiques, tout ça, ça vient de là. Ça va se tasser, s'accumuler dans le génome parce que c'est tellement petit que la sélection naturelle ne peut pas l'enlever. Donc 90% des mutations restent. C'est pour ça que l'humanité et les animaux sont toujours de plus en plus malades, comme quand on regarde la population de léopards. Et donc, le temps est plus un ennemi, parce que plus vous avez de temps, plus vous avez des mutations qui rendent les gens malades. Donc c'est difficile de créer des nouveaux organismes avec un processus qui est inexorable, inviolable et dégénérationnel. Et en plus, les quelques mutations qui se produisent, en quelques millions d'années, par exemple, on a découvert que au final, entre le génome du chimpanzé et de l'homme, il y a environ 15% de différence. Ce qui équivaut à 400 millions de lettres dans le code génétique. Vous ne pouvez pas créer 400 millions de lettres de différence en l'espace de 1 million d'années. Allez, je vous rends un petit peu la parole. Pas de souci. Alors déjà, sur le chimpanzé et l'homme, je ne crois pas que c'est 15%. Il me semble que c'est beaucoup moins que ça. Si je ne me trompe pas, j'ai pas les chiffres, mais il me semble que c'est beaucoup moins que ça. Mais, regardez l'étude de Richard Bugg. Richard Bugg en Angleterre, je vous donnerai le lien, je le mettrai en description. D'accord, oui. Non, bah après, je vous fais confiance. Je vous dis, j'ai pas. C'est juste un 14%.
bien que les D'accord, médias et les scientifiques évolutionnistes continuent de mettre en avant qu'il n'y aurait que 1% de différence. d'accord. Ce qui en Mm. soi même pourrait déjà poser des problèmes. Mais en fait, la difficulté, c'est même pas tellement le. Il y a ça, il y a les 15% de différence, ce qui fait qu'on ne peut pas le faire en quelques millions d'années, mais il y a aussi l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est un peu comme l'analogie du piano. La diversité d'un être vivant, c'est pas tellement les touches du piano, c'est pas tellement les gènes en eux-mêmes, c'est la partition, c'est la façon dont on va jouer les Je pièces vois. du piano. Mm. Et donc avec l'épigénétique, on peut avoir des gènes qui sont similaires d'un organisme à un autre, mais qui vont être exprimés complètement différemment. Donc même le fait d'avoir des gènes similaires, déjà en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. On peut avoir tous le même piano, tous la même guitare, mais au final, on va produire des chansons Oui, complètement différentes. je vois. Euh, alors, il y a deux choses. Déjà, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la macroévolution, c'est quelque chose qui tend à aller vers le haut ou à ajouter des choses, et que la microévolution, ce soit l'inverse. Bien au contraire, les deux font autant de la montée que de la descente. On a l'exemple, notamment des serpents, qui n'ont plus de pattes, dont les ancêtres avaient des pattes, par exemple, et dont ils ont des vestiges aujourd'hui. De petites pattes, c'est réduit chez les serpents à des tout petits crochets, au niveau de là où se mettait le bassin, qui servent aujourd'hui à stimuler la femelle, notamment. On a chez les cétacés, où ils ont des résidus de bassin et de pattes arrière, en fait, tout simplement, qui ne leur sont plus utiles et qui sont amenés à disparaître complètement. On a même des dauphins qui naissent, avec des pattes qui sortent à l'extérieur, des nageoires qui sortent à l'extérieur, alors qu'elles ne sont plus d'une seule utilité. On a l'exemple des nématodes. Les nématodes, c'est des espèces de vers, en fait, de vers très simples, euh, où on pourrait se dire c'est une espèce primitive, parce que c'est vraiment très simple d'un point de vue évolutionniste. C'est ça a une bouche, ça mange et basta, terminé. Euh, Sauf qu'on pourrait se dire, bah tiens, comme c'est très simple, ça pourrait se rapprocher d'un ver de terre. Sauf qu'on s'est rendu compte génétiquement qu'entre un ver de terre et un nématode, il y a énormément de différences, mais qu'entre un nématode et une coccinelle, par exemple, il y a, il y a très peu de différences. En fait, les nématodes sont issus plus d'animaux comme les insectes. Donc c'est pour dire que même si le nématode semble très simple, comparé à une coccinelle, par exemple, qui est assez complexe, elle a des pattes qui sont articulées, elle a des étrilles desquelles sortent des ailes pour voler, elle a même des comportements qui font qu'elle élève les... Non, c'est les fourmis qui font ça, qui élèvent les pucerons. Euh, donc c'est un organisme qui semble relativement complexe, mais au final, c'est pas tellement la complexité que veut comme vous dites, la macroévolution, c'est juste le fait de s'adapter à son environnement, c'est tout. Que ce soit complexe ou non, l'important c'est de s'adapter. Et on a cet exemple-là, comme je vous dis, avec les dauphins, par exemple les serpents, et plein d'autres exemples. Je sais pas si j'en ai sous les yeux là. Mais voilà, c'est pour dire que ça n'a pas cette vocation à ce que la macroévolution ajoute quelque chose ou enlève quelque chose. On a même l'exemple avec nous, hein, avec le coccyx par exemple, qui est un vestige de la queue des premiers primates. Euh, donc cette macroévolution a enlevé quelque chose, tout comme chez les serpents, a enlevé des pattes, a enlevé des pattes chez les cétacés par exemple, qui les cétacés sont des mammifères, donc ont des ancêtres terrestres du coup. Et on le voit dans le registre fossile. D'ailleurs, je voulais en venir aussi là-dessus dans le registre fossile où on voit des cétacés plus primitifs, donc plus anciens, qui avaient des pattes arrière, par exemple avec Basilosaurus, une espèce de grosse baleine avec quatre nageoires. Si on remonte encore un peu plus loin, on a Rhodocetus, par exemple, qui est une baleine avec des nageoires, mais c'est plus des pattes palmées, mais avec toujours la fente au-dessus de la tête pour pouvoir respirer. Et si on remonte encore en arrière, on remarque Ambulocetus, littéralement la baleine qui marche, hein, donc qui était plus adaptée un, un milieu terrestre. Euh, donc on voit cette macroévolution qui a enlevé un caractère, le fait de pouvoir marcher, au profit bien sûr d'une vie plus aquatique.
mais parce que c'était le milieu qui le voulait. Euh, Justement, par rapport à ce que vous dites par rapport au déluge et au registre fossile, euh, on a quand même pas mal de, de moyens de datation, justement, par rapport à des isotopes. Je prends l'exemple, il y a l'exemple très connu du carbone 14, mais il y a aussi Alors, l'exemple du avant qu'on parle de potassium. carbone 14, Et, parce que ça va nous amener sur un oui, sujet extrêmement riche, oui, est-ce que je peux dire un mot sur le coccyx oui, et l'évolution des baleines? oui, Et après, on pourra éventuellement parler du carbone 14. Donc, euh, le, le, effectivement, les évolutionnistes, ils présentent le coccyx comme le vestige d'une queue ancestrale. Je pense que ça oui, mériterait d'être regardé. Est-ce que les évolutionnistes disent toujours ça? J'en suis pas sûr parce qu'en fait, le coccyx n'est pas un organe vestige en fait, puisque c'est un point d'ancrage pour les muscles, pour les ligaments et les tendons, notamment pour le plancher pelvien. C'est un oui, soutien oui, pour s'asseoir. Il constitue l'équilibre du bassin. Il a un rôle dans le soutien des organes internes. Il a un rôle dans l'accouchement chez les femmes. Et donc, quand on voit que le coccyx il a des fonctions importantes aujourd'hui, alors on ne peut pas le qualifier de oui, vestige mais inutile. justement, il y a une petite nuance à ça. Dans le sens où c'est pareil pour le serpent, on pourrait se dire que cette petite patte vestigiale lui sert justement à, comme je disais, ah, ben, j'ai perdu le mot encore, décidément. Euh, donc on pourrait dire que c'est pareil, cette patte n'est peut-être pas un Mais vestige, c'est juste un outil qui lui sert à, ben, j'ai encore perdu le mot, c'est fou ça. voilà c'est pour la reproduction. Mais globalement, vous voyez Mais qu'on peut avoir différentes interprétations sur la même chose. oui, Vous pouvez oui, dire que c'était le vestige d'une queue. Nous, en fait, mais on n'a pas forcément à prendre ce narratif-là. Ça peut tout voilà. simplement avoir été créé comme ça. C'est pas vestige dans le sens où ça a encore une utilité, bien beaucoup d'utilité même. Mais justement, il y Voilà. a certains vestiges qui n'ont plus d'utilité. Par exemple, sur certains poissons cavernicoles qui ont des yeux complètement fonctionnels. Et on sait que l'œil, c'est quand même un organe très complexe. Des poissons qui ont des yeux complètement fonctionnels, mais qui soit n'ont pas de cristallin, soit n'ont pas tout simplement le nerf optique qui est relié. Donc en fait, cet œil est là, il est présent, mais il ne sert plus à rien, puisque le poisson vit dans des cavernes, il a vraiment plus besoin du tout d'utiliser cet œil. Donc là, on voit que vraiment, il a plus aucune utilité et que d'un point de vue évolutionniste, il sera amené à disparaître. On a aussi l'exemple avec Alors les carabes. sur le poisson cavernicole, effectivement, il y a les poissons cavernicoles qui sont donc dans des grottes, qui sont dans des profondeurs, dans des endroits Mhm. obscurs, et il y a les mêmes versions qui vivent aussi en surface, ce que les gens ne connaissent pas Oui, toujours. Et donc, en fait, là, on en revient à des mécanismes oui, épigénétiques. comme vous dites de micro, Voilà. ouais. Donc, c'est-à-dire que quand le poisson il va s'aventurer dans des grottes obscures, génération après génération, l'animal, voilà, il a tout un mécanisme génétique qui lui fait dire, ok, on n'a plus besoin, on a Mhm. plus besoin des yeux, et on va utiliser autre chose, parce qu'en fait, le poisson cavernicole, il n'est pas moins bien que le poisson en surface, parce qu'il a Non, bien sûr. d'autres, il a des capteurs sensoriels extrêmement développés que n'ont Tout à plus fait. les variétés de surface. Donc c'est juste le fait que on utilise une boîte à outils génétique qui est existante, mais on n'a rien développé. Et les cas que vous prenez, que vous avez mentionné depuis tout à l'heure, je ne sais plus, le serpent qui a perdu quelque Oui, chose, ou et les c'est humains qui pour ont en perdu venir quelque à chose, quelque chose justement c'est derrière. souvent une question de on a perdu quelque chose, on a enlevé quelque Mhm. chose. Et là, on est dans la microévolution. Les plus grandes études de génétique, comme celle de Richard Lenski sur la bactérie E. coli, montrent les unes après les autres, et le registre fossile, pareil, il montre ce qu'on appelle la reductive évolution, ou la déévolution avec un D, ou la microévolution, c'est-à-dire qu'on va dans un sens descendant. Vous ne m'apportez pas des exemples d'une création de quelque chose. Vous m'apportez ou quelque chose de Oui, plus. oui. Ce qu'on a Bah, dans le registre fossile, c'est qu'on a les grands rangs taxonomiques, les grands groupes au début. Ces grands groupes vont,
on va avoir de la variété à l'intérieur de ces grands groupes, mais au plus qu'on descend, on ne crée jamais un nouveau groupe, ou on ne crée jamais des nouvelles catégories. Mais justement, je voulais C'est en vraiment venir un à... sens descendant, ce qu'on a dans le registre fossile, comme en génétique. Euh, pas forcément, parce que l'évolution n'a pas vocation à créer quelque chose. Elle n'a pas l'évolution modifie des petites choses. Elle n'est pas là pour créer une chose, en fait. Enfin, ça ne crée rien, ça modifie des caractères. Euh, euh, donc, justement, par rapport à l'exemple que je donnais là à l'instant, euh, sur, euh, sur tous ces animaux qui ont des choses qui ne le servent plus à rien. Alors certes, on peut se dire, encore une fois, c'est de la microévolution. Mais il y a un domaine dans lequel, qui est très intéressant au niveau de l'embryologie, qui montre certains, quand on voit le développement d'un embryon, qui montre certains caractères euh, qui apparaissent et disparaissent, qui paraissent assez flous comme ça. Euh, Bah, par exemple, hein, un embryon humain a cette queue, justement, ou a un début de développement de branchies qui est ensuite stoppé pour devenir des poumons. On a aussi l'exemple entre si vous prenez un embryon de singe et par exemple, de chimpanzé et d'humain, on voit notamment, par exemple, l'humain a une face assez plane, le chimpanzé a une face plus prognate. Dans leur développement embryonnaire, il est quasiment le même, on voit les embryons sont quasiment pareils. À un moment donné, il va y avoir chez le chimpanzé il va avoir une face plane aussi, comme nous. Et il va y avoir alors je sais plus comment on appelle ça, non, c'est pas une enzyme, enfin bref, un procédé chimique qui va faire que sa génétique va lui dire, ben hop, la face va être plus prononcée, plus prognate. Et chez l'homme, ça on ne l'a plus. Ce qui fait qu'on a toujours cette phase plane. Donc c'est pour montrer que l'embryologie montre un peu l'évolution, le sens de l'évolution qu'a pris chaque espèce. On le voit, comme je vous dis, avec cette queue qu'on avait qui finalement disparaît. Et c'est assez contradictoire dans le sens où euh, tout paraît, on se dit la nature est bien faite, mais finalement, pourquoi dépenser de l'énergie à créer une queue à un embryon pour finalement la résorber? Euh, Pourquoi créer des 5 doigts à un embryon de cheval pour finalement les résorber et faire plus qu'un seul doigt et un sabot? C'est assez contradictoire. Ou alors, par exemple, pourquoi créer des dents chez un animal qui ensuite est denté, comme je donne l'exemple de l'ornithorynque qui n'a pas de dents, mais dans le développement embryonnaire, ces dents se créent et se résorbent ensuite. Donc ça paraît assez contradictoire d'utiliser de l'énergie pour créer une chose, des dents, une queue, des choses comme ça, pour ensuite réutiliser de l'énergie pour les résorber et les faire disparaître. Et en ça, ça montre aussi justement cette évolution, donc l'étude des embryons, qui montre un peu parce qu'on était à l'état de cellules à la base, puis pluricellulaire, qu'il y a eu des choses qui se sont formées, etc., des bouches qui se sont formées sans mâchoire. On voit un peu ce processus-là dans l'embryologie, qui est assez intéressante d'ailleurs. Et justement, tous ces facteurs qui sont euh, assez bizarres, on va dire, hein, de création, et finalement, après, on les enlève. Alors, juste un petit mot là-dessus sur l'embryologie, après je passe aux baleines, puisque Oui, la montre tourne. Bon, d'accord. quand on regarde les embryons de poissons, de tortues, de poules, de lapins, d'humains, on a quand même des embryons qui sont très très différents les uns des autres. Mais par contre, c'est vrai Mhm. que avec la fraude d'Ernst Haeckel en 1868 qui a perduré très très longtemps, eh bien, on a cette impression que virtuellement tous les organismes commencent de manière très similaire, alors qu'en fait, que si on regarde bien au microscope, ils sont quand même très différentes. Et je pense il y a quand même pas mal d'évolutionnistes qui ont rejeté un petit peu cette loi biogénétique pour argumenter l'évolution. Donc après, bon, les auditeurs pourront faire leurs propres recherches. Je voulais dire un petit mot vite fait sur les baleines. Donc au début, on avait
Donc on avait argumenté l'évolution des baleines à partir de Pakicetus, hein, un mot qui veut dire baleine du Pakistan. Et j'invite les gens à regarder cette créature en ligne pour voir à quel point cette baleine du Pakistan n'est pas une baleine, mais plutôt une espèce de loup, une espèce de chien. Et en fait, sur la base de quelques petits fragments, on avait dessiné une baleine très convaincante, alors qu'en fait, les découvertes ultérieures ont montré que ce n'était pas du tout le cas. Donc il faut faire attention entre les dessins, les reconstructions imaginatives. C'est la même chose pour Ambulocetus, puisqu'on n'a pas de trace de la queue. Les pattes, on n'a quasiment rien. Et en fait, il semble être, en fait, il y a des structures de la mâchoire, des dents, des vertèbres qui suggèrent. Surtout au niveau de la mâchoire, oui. Voilà, qui suggèrent que c'est plutôt un animal terrestre, avec quelques adaptations à la nage, mais on en est loin. Après, oui. Si on parle de Basilosaurus, c'est pareil. Il me semble même que par les évolutionnistes, il n'est même pas considéré comme un ancêtre à la baleine, il est plutôt considéré comme une branche latérale. Alors, voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a aucun animal dans le registre fossile qui est considéré comme un ancêtre d'un animal actuel. Ça, les évolutionnistes le disent. Aucun animal fossile n'est considéré comme un ancêtre, que ce soit Archaeopteryx. Les évolutionnistes le disent, c'est pas du tout un ancêtre des oiseaux. Australopithèque, c'est pas du tout un ancêtre de l'homme. Ça, on le dit, on est d'accord. Et d'ailleurs, on ne retrouvera jamais un ancêtre direct d'une espèce actuelle. Ça, c'est une chose que souvent on fait l'amalgame avec ce fameux chaînon manquant, etc. Mais ça, on le retrouvera jamais. Ça, c'est clair et net. On n'a pas, justement, parce qu'on a trop cette vision de l'arbre phylogénétique qui se rejoint sur une branche et du coup, on aimerait bien retrouver celui qui fait le lien. Mais ça, c'est clairement pas possible. On le retrouvera pas. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a ce fameux schéma que je mettrai à l'écran avec l'Australopithèque et l'Homo habilis et l'Homo erectus. Ah oui, ça c'est. Après, c'est Néandertal et l'Homo sapiens. Donc, on a l'homme qui se redresse. Mais ce qui est important de dire, c'est que là, ce que vous dites là, ça peut être très très étonnant pour les. Je dis bien pour des athées, je dis même pas pour les créationnistes, mais pour des athées, c'est extrêmement étonnant parce que on a tous été baignés dans les faux embryons desquels, dans l'homme de Piltdown, l'homme de Nebraska, qui sont des fraudes évolutionnistes. Il y a tellement eu de fraudes, il y a tellement eu de choses comme ça. Lucie, qui par beaucoup d'évolutionnistes n'est même plus considérée comme un ancêtre de l'homme. D'ailleurs, c'est un peu ce que vous dites, c'est l'Australopithèque n'est pas l'ancêtre de l'homme. Ça ne l'a jamais été. Voilà. Ça ne l'a jamais été. Quand moi j'ai des articles sur le site avec des références scientifiques où on a les scientifiques qui nous disent dans les années 70, 80, 90, Lucie est l'ancêtre de l'homme. Ça, oui, parce que oui, mais ça, et confiance, et on a bien fait de pas faire confiance. En fait, c'est une erreur de l'époque. Ça, c'est cette idée de chaînon manquant. On avait surtout à l'époque cette idée de, tiens, comment dire, l'évolution, c'est entre guillemets tout nouveau. On a envie de trouver ce chaînon manquant, mais on s'est rendu compte par la suite qu'on ne peut pas trouver l'individu qui a fait, je dis une bêtise, si Lucie avait fait 2 bébés, un qui fait un homme et un qui fait un singe ou quelque chose comme ça, par exemple. C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trouver un chaînon manquant, on ne trouvera pas de chaînon manquant. L'Archaeopteryx n'est pas du tout l'ancêtre des oiseaux. C'est comme je disais au tout début, c'est des branches qui font que l'Archaeopteryx, c'est d'une branche, les oiseaux, c'est d'une autre branche. Au milieu, il y a quoi? Il y a éventuellement un ancêtre commun, mais c'est pas un ancêtre commun, c'est un groupe de, on va dire entre guillemets, un groupe d'ancêtres communs qui ont fait que les générations successives sont devenues petit à petit des Archaeopteryx, et d'un autre côté, notre population est devenue petit à petit quelque chose qui ressemble beaucoup plus avec des oiseaux, donc sans dents, sans griffes au bout des pattes, etc. Ce truc-là de chaînon manquant, il faut se l'enlever de la tête, qu'on soit évolutionniste ou créationniste. Les chaînons manquants, on n'en trouvera pas, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour les oiseaux, que ce soit pour n'importe quoi. Il n'y a rien du tout qu'on trouvera là-dessus. Ça, c'est clair et net. Ça peut paraître étonnant. C'est intéressant pour les dinosaures parce que on dit qu'ils ont évolué en oiseaux. On a retrouvé a priori des traces d'oiseaux qui remontent jusqu'à 200 millions, 212 millions d'années en arrière selon le référentiel évolutif. Et donc on voit bien que, en fait, on peut pas dire que les oiseaux sont venus des dinosaures. Ils existaient bien avant, mais pour nous, en fait, c'est un groupe frère en fait. Ils font partie de ce groupe-là. Ouais. Pour nous, en fait,
le fait qu'on trouve certains organismes dans certains niveaux géologiques et pas dans d'autres, ça ne s'explique pas par le fait qu'ils ont existé à certains moments et qu'ils n'ont pas existé à d'autres. On le voit avec notre fameuse selacanthe, hein, notre fossile vivant, dont vous deviez parler, hein, après on passera au carbone 14. Donc on voit bien qu'il est absent de plusieurs couches géologiques, de plusieurs étapes géologiques, mais qu'il existe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que quand les créationnistes disent que même si tel organisme n'apparaît pas à tel niveau géologique, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé, c'est juste, pour nous dans le modèle diluvien, c'est juste qu'il n'était pas à cette étape d'ensevelissement par le déluge. Au début, effectivement, on n'a que les invertébrés marins, parce qu'effectivement, le déluge, il est en train de dévaster ces zones-là. Quand il arrive au niveau des dinosaures, bah, effectivement, on est au niveau des dinosaures, donc on prend les dinosaures. C'est pas qu'il n'y a pas de mammifères à ce moment-là, c'est juste qu'il n'y avait pas de mammifères juste avec les dinosaures. D'ailleurs, on a retrouvé pas mal de mammifères à l'époque des dinosaures. Mais tout ça pour dire que le fait qu'on ne retrouve pas certaines créatures à certains niveaux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Nous, c'est ça notre argument sur les fossiles vivants. En plus de montrer qu'effectivement, les centaines de millions d'années, les mutations visiblement n'ont pas opéré, il n'y a pas eu de changement, les créatures sont virtuellement inchangées, alors qu'on nous disait que le selacanthe était un précurseur. C'était lui qui était un précurseur aux tétrapodes. Alors qu'en fait, on se rend compte que le selacanthe, eh bien, c'est une espèce d'eau profonde qui vit à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Il est malade quand il vient en eau peu profonde parce que choc de pression, lumière, etc. Enfin, il n'est pas du tout fait pour ça. Et donc là, les évolutionnistes nous disaient que c'était lui qui avait quasiment marché sur la Terre. Donc là, on voit l'erreur massive aussi. Oui, alors, oui, ça, je suis d'accord. On essaie de le rationaliser. On peut tout rationaliser si on le veut, dans tel ou tel modèle, mais aujourd'hui, on voit bien que les centaines de millions d'années n'ont pas changé les crocodiles, n'ont pas changé les. À part quelques petites micro-variations, encore une fois. Et voilà, et que. Voilà, tous les organismes, en fait, ont vécu en même temps, pour nous. Tous les grands groupes ont vécu en même temps, sauf qu'ils n'ont pas été emportés en même temps durant le déluge. C'est surtout ça. Voilà. Donc vous pouvez dire un mot sur le selacanthe et après, si vous voulez, on passe sur le carbone 14. Pas de souci, oui. Oui, j'y tenais d'ailleurs sur le selacanthe et sur le terme de fossile vivant en général. C'est une idée reçue. Le terme de fossile vivant, scientifiquement, n'a aucun fondement. C'est une aberration pour nous, on va dire. À un moment donné, on parlait aussi d'espèces panchroniques, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est pas panchronique. Enfin bref, il y avait un autre terme qui est aussi débattu et qui potentiellement pourrait être abandonné, parce qu'il suppose que le sélacanthe, donc tel qu'il était connu à l'époque, si je ne me trompe pas, au Dévonien, est le même que celui d'aujourd'hui. C'est ça que veut sous-entendre le terme de fossile vivant. On a aussi le cas avec, par exemple, les limules, qui n'auraient quasiment pas évolué. On a le cas avec beaucoup de requins qui n'auraient pas évolué et qui seraient toujours les mêmes. Alors que si on regarde dans le registre... Comment ? C'est aussi le cas au niveau de certains végétaux, comme le ginkgo. Voilà, oui, par exemple. Mais en fait, la chose sur laquelle on se concentre, c'est son aspect général. L'aspect général du sélacanthe, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup bougé par rapport à l'époque. Mais il faut aussi peut-être se poser la question de pourquoi. Et tout simplement parce qu'il n'en avait pas spécialement besoin. Peut-être que tout simplement le sélacanthe de l'époque avait des conditions de... Je donne un exemple parce que je ne suis pas non plus expert sur le sélacanthe, mais des conditions de salinité, de pH, de pression, qui font qu'il avait besoin d'avoir un corps tel qu'il était à l'époque. Et aujourd'hui, les conditions, forcément, ont sûrement changé, même si dans les profondeurs, les conditions changent très très peu au cours de l'histoire par rapport à des conditions environnementales sur les côtes ou sur Terre. Du coup, il n'a pas eu ce besoin d'évoluer. Peut-être éventuellement sur, je dis une bêtise, la salinité a changé un peu, donc peut-être que des organes internes ont changé un petit peu. Ça, c'est ce qu'on dit, qu'il n'a pas eu besoin de changer, parce que il faut bien essayer de rationaliser, d'argumenter. Oui, mais pourquoi il n'a pas changé mais sur le global. Avec les 5 ou 6 extinctions massives qu'il y a eu dans le registre fossile selon les évolutionnistes, avec le nombre de créatures marines qui ont disparu, les mosasaures, etc., ou d'autres, étonnant qu'il ait été l'un des seuls à ne pas avoir eu de pression environnementale. C'est pas le seul, et il en a pas eu besoin justement parce que, comme je dis, les
bien souvent, notamment à justement l'extinction au niveau du Dévonien. Beaucoup d'espèces qui ont survécu, c'était des espèces de profondeur, qui vivaient dans les profondeurs, il y a des niches écologiques qui se sont libérées à la surface. Donc certains sont remontés, ont évolué, sont devenus ce qu'ils sont devenus, mais d'autres sont restés dans ces niches écologiques, ils n'avaient pas besoin de bouger. Et dans les profondeurs, ça change très très peu. C'est des paramètres qui changent extrêmement peu. Donc le sélacanthe n'avait pas ce besoin-là. D'autres ont eu ce besoin en remontant pour avoir plus de nourriture, avoir plus d'accès à de l'oxygène, par exemple. Et en remontant, ils ont évolué parce que leur corps devait changer. Le sélacanthe n'a pas eu ce besoin-là, en fait. C'est intéressant de voir que il y a des créatures qui vivent ensemble aujourd'hui, mais qui n'ont pas été trouvées ensemble dans les étapes géologiques. Ça, c'est intéressant, comme baleine et coelacanth. Ça, c'est vraiment Mhm. intéressant parce que nous, on dit que les hommes, par exemple, ont vécu à l'époque des dinosaures, parce qu'en fait, c'est l'époque du monde antédiluvien. Euh, et on va nous dire, bah non, parce qu'on n'a pas trouvé hommes et dinosaures ensemble. En fait, on n'a pas trouvé les baleines et les coelacanths ensemble, et pourtant, ils vivent ensemble Non? aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour les dinosaures, ce serait une très intéressante discussion de mentionner les récits de dragons autour du monde et les traités médicaux de dragons en Chine dans l'ère d'il y a quelques milliers d'années, parce qu'on dirait que les descriptions de dragons ressemblent très fortement à des descriptions de dinosaures, et donc peut-être qu'on pourrait faire l'argumentation que dinosaures et dragons sont la même chose, le même concept. Donc voilà, bon, pour les fossiles vivants, voilà. Maintenant, pour le carbone 14, qu'est-ce que vous dites quand on le trouve dans du charbon, dans du pétrole, dans des fossiles de dinosaures, alors qu'il est censé dater les objets dans le shell des milliers d'années compte tenu de la demi-vie de Oui. 5730 ans, et on le trouve visiblement un peu partout, je Hmm. crois dans presque toutes les étapes géologiques, il me semble qu'on le trouve. Donc, Non, non. bon, ce sera vérifié, mais on le trouve dans beaucoup d'endroits. Donc ça semble dire que milliers d'années, c'est mieux que ça explique mieux que les millions d'années. Comment vous, alors je sais d'avance que c'est l'argument de la contamination, mais comment vous argumentez ça? Et quel était votre propos tout Ben, à tout l'heure ça. d'ailleurs? Pardon? Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure? C'était peut-être pas le même, la même angle Oui, oui. d'approche. Non, mais si, si, c'est intéressant quand même comme angle d'approche parce que beaucoup, et pas que des créationnistes, hein, d'ailleurs, font cet amalgame de dire le carbone 14, c'est grâce à ça qu'on date les dinosaures, les machins, tout ça. Et on n'a pas que le carbone 14 en fait. Le carbone 14 est utilisé pour des datations relativement courtes d'un point de vue d'échelle géologique. Comme vous dites, sa demi-vie, c'est quelques milliers d'années, mais on a comment ça s'appelle, d'autres atomes, d'autres choses qui nous permettent de dater, par exemple, le potassium 40, qui lui va se dégrader en argon au bout d'environ 1,25 milliard d'années, donc sa demi-vie. Donc, tout simplement, on va essayer de dater ça en fonction du, du taux d'argon et de potassium 40. Et je vous donne un exemple tout simple, on trouve un fossile, on se dit, tiens, je veux le dater, on va déjà tester avec le carbone 14, on se rend compte que finalement, le taux n'est pas bon, tout le carbone s'est dégradé, donc c'est que c'est plus vieux que la datation maximale qu'on peut faire avec le carbone. Donc on va Donc comment vous utiliser d'autres choses, conciliez comme que le les deux potassium. méthodes donnent des résultats différents? Que ce soit dans le charbon, le pétrole, les dinosaures, les gens peuvent vérifier. On a trouvé du carbone 14 dans ces choses-là. Donc si ça date des milliers Hmm. d'années, comment on peut avoir une méthode qui date des millions d'années à côté? Comment on résout le fait que deux méthodes donnent des résultats très très différents? Bien sûr, vous allez privilégier une méthode, mais pourquoi pas l'autre? J'ai pas compris la question, excusez-moi. Vous avez parlé de la datation potassium-argon. Oui. Voilà, qui va donner, par exemple, qui va indiquer que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, ou que la Terre a 4,5 milliards d'années. Hmm. Pour nous, les créationnistes, il y a beaucoup de raisonnements circulaires, hein, parce que la roche date le fossile date la roche. Mais bref, si vous avez une datation sur des roches qui donnent 100 millions d'années ou 500 millions d'années,
mais qu'en même temps, il y a aussi du carbone 14 dans des organismes, dans ces endroits-là. Comment on fait? Comment vous voyez quelle est la bonne méthode en fait? Alors là, pour le coup, si on trouve du carbone 14 dans des fossiles plus vieux que ça, je vais pas m'avancer parce que je vous avoue que je suis pas assez renseigné là-dessus. Donc, je pourrais pas Ok, m'avancer. Après, ok, et pas de souci. Et ce que je voulais dire aussi sur la datation potassium-argon, oui. c'est une méthode qui est défectueuse, qui ne donne pas des bons résultats. La radiométrie, en fait, c'est basé sur des hypothèses de la, 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 quelle était la quantité initiale de l'élément par an au commencement, Mhm. est-ce que c'était un système fermé, etc. Il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans qu'on ne sait pas. Et quand on a testé la méthode potassium-argon sur des roches volcaniques dont on connaît la formation historiquement, le mont Sainte-Hélène dans les années 80, le mont Kilauea à Hawaï, le mont, je crois, c'est Etna en Italie, on a des éruptions volcaniques qui sont datées il y a 25 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Donc on sait en fait que telle lave, par l'observation historique, par la discipline historique, trop peu mise en avant dans ces débats-là, on sait en fait que telle lave a été formée il y a 50 ans, par exemple. Et quand Mhm. on utilise la datation potassium-argon sur ces roches volcaniques qui ont été formées il y a 40 ans, dans les années 80 au Mont Sainte-Hélène, par exemple, eh bien, on se rend compte que cette méthode-là va donner des millions d'années, alors qu'en fait, on le sait de vie d'homme, que cette coulée de lave-là, elle a que 50 ans ou 40 ans. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ça a à voir avec la source, la composition chimique d'une roche, a à voir avec les conditions de sa formation. Dans le cas du potassium-argon, il y a pu avoir de l'argon qui a été capturé dans la roche au moment de sa Mhm. formation et qui ne vient pas de la désintégration radioactive, qui vient d'ailleurs. Donc c'est pour ça que toutes ces datations, j'ai des articles qui étudient ça en profondeur sur le site, rubidium, strontium, uranium, plomb, tous Oui, ces, oui. ces isotopes-là sont extrêmement défectueux. Et en fait, c'est basé sur des hypothèses. Et les hypothèses, on peut en faire d'autres. Bah, disons que même si, bon, comme vous dites, hein, c'est pas, on va dire, c'est pas infaillible, mais on va pas forcément tâter une roche et se dire, cette roche-là, on la date une fois, on sait que c'est cette date-là, c'est sur plusieurs expériences. En science, on va pas émettre une hypothèse, la tester une fois et la valider. Il faut que on émet une hypothèse, on la teste une fois, il faut que les pairs les testent plusieurs fois, et après c'est sûr que ça va être une moyenne. La science, elle n'est pas non plus infaillible, elle n'est pas précise. Il y a certaines sciences qui sont pas non plus extrêmement précises à 100%. C'est quand on va dire les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, c'est une moyenne. On essaie d'être le plus précis possible, mais c'est une moyenne sur toutes les datations qu'on a fait par-ci par-là de la même couche géologique, quoi. Donc forcément, il y a des failles en science, mais ça ne veut pas dire pour autant que quand on fait la moyenne, il peut y avoir la marge d'erreur, il peut y avoir des choses comme ça. Quand on fait la moyenne, on trouve cette datation-là. Donc on se dit, bon, on a testé l'expérience plusieurs fois, on se rapproche plus ou moins de cette date-là, parfois à quelques milliers, quelques millions d'années près, mais en moyenne, c'est cette date-là qu'on va prendre, quoi. Ok, et pour terminer, un petit sujet qui pour moi est très très lié au carbone 14 d'une certaine manière, c'est les tissus Oui, mous dans les oui. fossiles de dinosaures, les tissus mous, les Hmm. biomatériaux, les vaisseaux sanguins, les protéines, peut-être même l'ADN. Vous savez, dans les années 90, on a le film Jurassic Park qu'on a tous aimé, Oui. même les créationnistes l'ont aimé, malgré les 65 millions d'années de Sam Neill, hein. Euh, Oui. vous savez, la petite phrase, qui a la plus petite idée de ce qui peut se passer entre deux espèces qui sont Oui, séparées ah par oui. Moi, je le connais par cœur, le film. magique, c'est magique, un des films que j'ai le plus regardé. Ouais. À l'époque, dans ce film-là, ils avaient reconstitué l'ADN des dinosaures à partir de l'ADN de grenouilles, Hmm. une partie, quoi. Hmm. Et c'est intéressant parce qu'en fait, à l'époque, ils n'imaginaient pas que les tissus mous, ou que de l'ADN, ou que des vaisseaux sanguins, des protéines puissent être conservés. Ils ont raison. Ils avaient raison. Hmm. Parce Hmm. que la biochimie, c'est quelque chose de plutôt bien documenté. Et on voit bien que les protéines, même des choses assez résistantes comme le collagène, ça va peut-être résister quelques dizaines de milliers d'années, quelques centaines de milliers d'années Ouais. peut-être. Elle ne peut pas aller très très loin.
ça se décompose, il y a des vers, il y a des micro-organismes, Exactement. il y a l'oxydation, il y a tellement de choses qui se produisent. Et on a trouvé donc, en plus du carbone 14 dans les dinosaures, en plus des récits de dragons en Chine ou ailleurs dans le monde, dans toutes les cultures du monde, euh, en plus qu'il y ait visiblement peut-être des dinosaures décrits dans la Bible, comme le Behemoth ou le Léviathan, des anciennes façons d'en parler. Mhm. On a trouvé donc des tissus mous, des biomatériaux, des choses qui sont censées disparaître en quelques milliers d'années, dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que dans un cadre où les dinosaures auraient vécu il y a 70, 100, 150 millions d'années, eh bien en fait on ne devrait plus rien retrouver. C'est comme le carbone 14 qu'on a trouvé dans les diamants qui ont des milliards d'années. Le carbone 14 ne peut pas être inséré par des voies naturelles dans le diamant, parce que c'est une forme dure. Et donc c'est des arguments comme ça qui me font penser que le modèle biblique de quelques milliers d'années, un déluge biblique il y a 5300 ans, une création il y a 7500 ans, avec une tour de Babel, la dispersion des peuples, peut-être des hommes de Néandertal dans ces groupes-là, qui vont vivre dans des cavernes, qui ont perdu des technologies parce qu'il y a la technologie, enfin, l'humanité unifiée a été éclatée en plusieurs sous-groupes, un peu comme les chasseurs M. Labri en Thaïlande, qui ont été Mhm. agriculteurs et qui après sont devenus chasseurs-cueilleurs, parce que c'est dans l'autre sens que ce qu'on observe, c'est les agriculteurs perdent des technologies, on retourne à la chasse-cueillette. J'ai un article là-dessus. Mais pour revenir sur les dinosaures, eh bien, entre le carbone 14, l'ensevelissement par eau, parce qu'il faut des conditions exceptionnelles pour fossiliser des animaux de grande Oui. envergure, il faut beaucoup de sédiments, il faut de l'eau, et tout ça, ça semble argumenter la fossilisation rapide, parce que la fossilisation n'est pas lente. Autrement, les vers, les micro-organismes, les charognards, ils ont tout bouffé. Hein, c'est réduit en poussière, comme l'Éternel l'a dit dans Genèse, et tu retourneras à la poussière. Et donc, ces tissus mous, moi, ça semble être les biomatériaux dans les fossiles du dinosaure, ça semble quand même indiquer que finalement, ces dinosaures-là, quand on dit qu'ils ont disparu il y a 5300 ans, fossilisés par l'inondation mondiale du déluge de Noé, par les tsunamis, avec les traces de dinosaures qui apparaissent avant les dinosaures, les traces de tétrapodes qui arrivent avant les tétrapodes, les traces d'oiseaux qui arrivent avant les oiseaux, les traces sont difficiles à conserver, plus dures que les parties dures des corps, et pourtant on a les parties difficiles à conserver qui sont conservées avant les parties faciles à conserver. Ça va dans le modèle biblique où on a des sédiments mous, les créatures ont encore le temps de fuir un petit peu, mais puis après il y a une autre vague qui arrive et qui les fossilise, qui va fossiliser les traces dans le sol, c'est pour ça qu'on peut les voir aujourd'hui, et à un niveau au-dessus des traces dans la colonne géologique, eh bien on commence à voir les parties dures, les trilobites, des choses comme ça, ou les dinosaures, on commence à voir les parties dures, parce que finalement ils pouvaient plus fuir, et ils ont été fossilisés donc par les eaux, et le fait de retrouver des tissus mous, des matériaux qui devraient disparaître en quelques milliers d'années, comme le carbone 14 qui devrait plus être détectable au-dessus de 60 000 ans, eh bien, ça semble vouloir dire que les dinosaures ont disparu récemment, il y a quelques milliers d'années. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Ce que je peux dire, surtout notamment au tissu mou, c'est comprendre justement le processus de fossilisation comme on l'entend. Euh, bah, vous semblez pas avoir la même définition, on va dire, mais je suis d'accord que c'est un processus qui demande d'abord quelque chose de rapide, puis quelque chose de lent. C'est-à-dire qu'il faut un ensevelissement. Ça, je suis d'accord avec des sédiments, ça peut être de la vase, ça peut être du sable, qui fait que l'animal ne sera pas dévoré par des vers, par des choses comme ça, et aussi qu'il n'y ait plus d'oxygène. Avec la vase, ça va complètement couper un accès à de l'oxygène, donc il n'y aura pas forcément de dégradation. Euh, les fossiles qu'on retrouve le plus, ça va être des coquillages, des dents, tout ce qui est à partir de minéral pur. Parce que du coup, comme on dit, hein, c'est très simple c'est beaucoup plus simple à fossiliser et il n'y a pas d'animaux qui vont venir manger du minéral pur. Hein. Comme par exemple sur un éléphant, en quelques semaines, il va rester plus rien, même les os, mis à part les dents. Parce que tout va être bouffé, même les os. Sur un squelette de baleine, ça va être la même chose. Il arrive au fond de l'eau, il va être bouffé complètement, même les os. Donc il faut qu'il y ait en effet cet ensevelissement pour pas que les animaux qui s'en nourrissent viennent le manger, pour pas que l'oxygène vienne dégrader tout ça. Et forcément, un animal qui va mourir,
le plus souvent, il va mourir soit sur Terre, soit dans l'eau. Il va très rapidement se faire manger et il va en rester que les os et les os vont se fossiliser. C'est des choses dures, ça se fossilise plus facilement qu'un tissu mou. Mais il suffit d'un ensevelissement extrêmement rapide, une coulée de boue, quelque chose comme ça, qui va venir recouvrir le cadavre. En séchant, ça va garder, parce que c'est pas le tissu mou en lui-même, c'est pas de la peau qui va se fossiliser en elle-même, c'est seulement la trace qui va se fossiliser. On a un exemple avec Borea pelta, un fossile exceptionnellement bien conservé d'un nodosaure, enfin de la famille des nodosaures. Si vous voyez un petit peu dans Jurassic Park, c'est celui qui a une carapace sur le dos, qui est extrêmement bien conservée, mais c'est pas la peau directement qui est C'est comme les conservée, ça va être surtout la ankylosaures, c'est ça? trace. C'est pas comme les C'est un peu ankylosaures? ça, ça C'est un ressemble, peu ouais. ça. Voilà, c'est ça. Ça ressemble. Et on l'appelle un peu une momie parce que justement il est tellement bien conservé avec les tissus mous, mais c'est pas le tissu mou, c'est l'empreinte de ce tissu qui est conservé. Donc par exemple avec une coulée de boue qui va venir sécher et ensuite se fossiliser, remplacer. Donc c'est ce côté-là que je veux dire qui est rapide d'ensevelissement, qui va venir ensuite sécher, prendre la marque de la peau ou d'un quelconque tissu mou, et c'est ensuite que le processus long va se mettre en place. Le processus de remplacer un tissu vivant par un tissu minéral, en fait. C'est ça, c'est dans ce sens-là qui va être, très lent. Donc c'est pour ça que d'un point de vue évolutionniste, c'est pas incohérent, c'est juste extrêmement rare. Déjà, le processus de fossilisation lui-même est extrêmement rare, parce que même si on garde que les os, il faut quand même que l'ensevelissement soit assez rapide. Alors, le processus de fossilisation est rare, mais on en trouve énormément parce que, justement, il y a cette échelle de temps qui est extrêmement longue. Donc voilà, nous, on le voit comme ça parce qu'il faut qu'il y ait cet ensevelissement rapide et ensuite ce processus lent de remplacement d'un tissu vivant par du minéral. Alors, bah, si vous regardez l'exemple, moi je pense qu'il faut l'ensevelissement rapide, avec beaucoup de sédiments, Hein. surtout pour des grosses carcasses. Même parce qu'on trouve des choses comme des ailes de guêpes, d'abeilles, on trouve Oui. des fossiles de pieuvres ou de méduses, des choses Hein. qui n'ont pratiquement pas de partie dure. Donc il faut des événements exceptionnels qu'on n'a pas ou très peu aujourd'hui. Et moi je pense qu'une fois que ça a été enseveli, ça va assez vite. On en a des preuves comme sur l'île de Surtsey dans les années 60, qui est une île volcanique qui est apparue au sud de l'Islande à la suite d'une éruption sous-marine. Et donc ça représente un petit peu, enfin, à petite échelle, ou en tout cas en partie, ce qui a pu se passer avec les éruptions marines, sous-marines, dans dans l'année du déluge. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu des formations géologiques très très rapides en quelques années, avec des couches stratifiées, des canaux d'érosion, des cavernes et tunnels de lave. Et on a eu de la fossilisation de matière organique, des os de mouettes, des plumes, des coquilles. Euh, Alors même que voilà, ça s'est fait dans les années 60 et on a des fossiles très très peu, quasiment tout de suite après. Donc tout ça pour montrer que le modèle biblique de la formation des couches stratifiées ou de la fossilisation rapide, eh bien, pour moi, ça se retrouve. C'est quelque chose qu'on peut appuyer avec de la science. Maintenant, il est important de réaliser qu'il y a plusieurs modèles. Il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'un seul modèle. Hein. Ça, c'est compliqué aujourd'hui dans beaucoup de sujets en France, dans l'Occident. On présente à chaque fois un seul modèle, en politique, en plein de sujets, on présente à chaque fois un seul modèle, et on laisse pas un deuxième modèle avoir le droit de parler. Donc moi, c'est ce que Ce j'essaie qui est de faire dommage. aujourd'hui. C'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, 75% à 80% des roches continentales sont marines. On a des mélanges de fossiles marins et de fossiles terrestres. On a Hein. des fossiles marins en haut de l'Himalaya, en haut des Alpes. Pour moi, la Bible me dit effectivement qu'il y a eu un déluge de Noé mondial qui représente aussi le jugement à venir par le Seigneur Jésus-Christ, dont il faut écouter l'évangile, la bonne nouvelle en réponse à la mauvaise nouvelle dans le Jardin d'Éden. On a perdu cette relation avec Dieu et l'immortalité, l'accès à l'arbre de vie. On a perdu ça. En Jésus-Christ, on a accès de nouveau à aux conditions qui prévalaient en Éden. Euh,
il y aura la résolution de tous les problèmes et de toutes les souffrances dans le monde avec Jésus-Christ. C'est pour ça que moi j'ai ce ministère-là, pour que les gens découvrent cet espoir-là. Je pense qu'il n'y a pas d'espoir dans l'évolutionnisme, même si c'est un peu à part de notre discussion. Voilà, les gens ont besoin d'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir dans le christianisme. Je pense qu'il n'y en a pas dans l'évolution. Voilà, je pense que la morale est du côté du christianisme, mais je pense qu'il n'y a pas de morale dans l'évolution. C'est des choses que des philosophes reconnaissent. Même Richard Dawkins, voilà, montre qu'il n'y a pas de moralité dans l'évolution. L'évolutionnisme est un concept clé pour comprendre le concept de race supérieure des nazis et d'Adolf Hitler. Donc je pense qu'il y a des fruits de l'évolutionnisme qui ne produisent pas que des gens qui m'ont l'air très très sympas comme vous, honnêtement. Certainement l'un des gars, un des évolutionnistes avec qui j'ai pu parler le plus facilement et on se respecte, donc c'est super. Il y aura peut-être éventuellement d'autres débats. Merci. Mais voilà, moi de mon côté, quand je vois les fossiles vivants, quand je vois tout ça, si j'avais des attentes, si je lis ce qu'il y a dans la Bible avec la création, bah, je vois qu'il y a le dessin intelligent en sciences. Si on me dit qu'il y a un déluge mondial, bah, je vois qu'il y a on marche sur des fossiles, on marche sur un sol marin alors qu'on est sur les continents. Même les évolutionnistes disent que avec les concepts des méga-séquences, des séquences lorsqu'il y a eu des inondations, la mer a transgressé sur les continents. Voilà, enfin, pour moi, il y a tellement de preuves du créationnisme. C'est un modèle minoritaire qui est perçu de manière très très hostile, mais je pense qu'il est assez convaincant. Maintenant, on peut toujours essayer de rationaliser. On peut toujours essayer de dire non, mais bon, les tissus mous, ils ont été préservés quand même pendant 65 millions d'années. Oui, mais le carbone 14, c'est de la contamination. Oui, mais la microévolution donne de la macroévolution. Voilà. Mais à la fin, c'est vrai que c'est aux gens, neutres. Moi, je vais rester de mon avis, vous allez rester de votre avis probablement. Oui. Mais les gens qui vont regarder ce débat et qui vont se renseigner sur d'autres contenus également, ce sera à eux de se dire où est-ce qu'il y a la logique, où est-ce qu'il y a plus de cohérence et où est-ce qu'il y a plus de sens. Voilà, allez, par politesse, je vous laisse faire la conclusion de ce débat, de cette vidéo. D'accord. Eh ben, en conclusion, moi, je dirais que je donnerais peut-être éventuellement, ce que je vais faire, c'est donner mon avis de ce que je pense du monde en général en tant qu'évolutionniste, c'est que je n'exclus pas l'existence d'un Dieu. Je trouve juste que il est trop anthropomorphique et ça met trop en avant l'homme. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Mais je ne remets pas en... Voilà, je n'exclus pas l'existence d'un Dieu qui soit sous forme anthropomorphe, qui soit sous forme d'une force ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai que je fais assez confiance à la science, même si, bon, comme vous le dites, il y a eu des passages dans notre histoire où la science a été utilisée à mauvais escient, mais bon, je pense que certaines religions l'ont été utilisées aussi. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais dans la science, dans la religion, dans le créationnisme, dans l'évolutionnisme. Il y a du bon, il y a du mauvais dans les deux. Mais moi, ce qui me fait me tourner, entre guillemets, plus vers l'évolutionnisme, parce que de base, je suis d'une famille plutôt chrétienne, où j'allais à la messe avec ma grand-mère, etc. Elle m'a appris pas mal de choses, et je la remercie pour ça d'ailleurs, c'était très bien. Mais en fait, ce que j'aime dans le fait, dans cette théorie de l'évolution, c'est que je trouve ça tellement magnifique de s'extasier devant un arbre, tout simplement, et de se dire, de s'imaginer comment il vit, comment il se reproduit, pourquoi il est là, pourquoi il est planté dans ce sol et pas un autre, et surtout comment il en est arrivé là d'un point de vue évolution. Je trouve ça absolument passionnant, et c'est en fait tout simplement, je trouve que l'évolutionnisme, comme je le vois, c'est s'extasier devant des choses simples de la nature, tout simplement. Et c'est en ça que moi j'adore toutes ces histoires d'évolution. Là, j'ai tous mes bouquins de partout là. Voilà. Et ça nous amène des histoires presque mythologiques parce que c'est des créatures. C'est vrai qu'on a du mal à se représenter parfois, mais voilà, c'est le fait de s'extasier devant une feuille d'arbre, tout simplement, et se poser plein de questions et apprendre des choses là-dessus. Et derrière, en apprenant des choses là-dessus, se confronter à des idées
contraire, et en apprendre encore plus, parce que je trouve, pour terminer, parce que je parle beaucoup, que, encore une fois, je leur dis, je suis vraiment extrêmement content et impressionné de tout votre savoir sur finalement, vous vous êtes vraiment renseigné et ça fait plaisir à entendre, parce que j'ai déjà eu des débats avec des créationnistes qui étaient butés sur leur truc et qui voulaient pas même juste essayer de comprendre un petit peu l'évolutionnisme. Et vous, c'est ce que vous faites, vous essayez au moins de le comprendre et ça, c'est tout à votre honneur. Et franchement, moi, je dis bravo. Voilà, pour conclure. Merci beaucoup Philippe pour ce super débat. On laissera les auditeurs donner leur avis s'ils le veulent en commentaire et nous dire d'ailleurs peut-être s'ils voudraient un jour qu'on en refasse un, peut-être sur un sujet plus précis, par exemple, c'est vrai que sur l'évolution de l'homme, je trouve que ce serait sympa d'avoir quelque chose de très ciblé, sur les Ouais. dinosaures quelque chose de très ciblé, parce que là c'est vrai qu'en parlant un Plus peu de sur les tout, dinosaures, moi, ouais, personnellement, mais ouais, j'ai un petit peu de voilà, connaissances sur l'homme, mais c'est pas... Voilà. ouais, ça pourrait être intéressant à l'avenir. Ouais. Bah, merci à tous, à bientôt.